Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le guide du survivant pour les nouveaux locataires. J'étais en état de choc. Je regardais la créature, je regardais Théa. Prudence avait une expression faciale remplie de culpabilité, et maintenant que je connaissais la vérité, je pouvais la voir. La créature était exactement comme Yves l'avait décrite, mais avec des cheveux roux ondulés et une tristesse dans ses yeux de fouine. Cette abomination était Théa. C'était ainsi que Prudence l'avait rachetée, et c'était le seul moyen pour moi de revoir Julia. Un risque que je n'allais pas prendre. Après des jours d'incrédulité, la réalité m'a finalement frappé comme une tonne de briques. Julia était morte, et elle ne reviendrait pas. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demandai-je, ma voix tremblant d'horreur. Prudence me regarda d'un air renfrogné, essayant de masquer sa honte. « Je ne voulais pas cela. Si tu penses que c'était mon but, alors tu es encore plus malade que moi. Je voulais juste retrouver ma petite fille. Quand elle est morte, une partie de moi est morte. Mon fils me blâmait, et bien qu'il ne l'ait jamais dit, je pouvais voir dans les yeux de Thérèse qu'elle le faisait aussi. J'avais insisté pour qu'elle reste. Je voulais passer plus de temps avec elle. J'ai pris la grosse tête en pensant que j'étais capable de faire face aux événements étranges qui se produisaient dans l'appartement. Je sais ce que tu dois penser. Mais je te jure que je n'ai su qu'il était trop tard pour le somnambulisme. Nous avons emménagé dans l'appartement peu de temps après que mon fils a quitté la maison pour emménager avec sa petite amie. Il est le plus jeune d'une famille de 3 enfants et a été le dernier à quitter le nid. Il n'a jamais su ce à quoi nous étions confrontés dans cet appartement, ni les dangers qu'il a fait courir à sa petite fille. Quand c'est arrivé, c'était quelques années après l'incendie et les problèmes avec les créatures. Nous avions conclu un accord avec les choses de l'ascenseur et les voisins des appartements incendiés étaient devenus des habitués, au même titre que les autres bizarreries. Je pensais vraiment qu'elle était en sécurité. J'ai eu tort et je m'en veux tellement. Prudence s'arrêta pour regarder longuement la petite fille mutante dans la cage. La créature ne fit que tressaillir. En retour, elle barra ses 4 rangées de dents et émit un léger sifflement. « Mais comment avez-vous fait ça ?» Je l'ai arrêté avec plus d'insistance cette fois-ci, regardant Théa avec incrédulité. Il fallait qu'il me donne rapidement des réponses. Je ne voulais pas passer plus de temps qu'il n'était absolument nécessaire dans ce hangar. « C'est le jardinier qui m'a aidé. » Il répondit, la voix tremblante. « Qui est ce putain de jardinier ?» Je devenais de plus en plus impatient à chaque nouvelle confusion qu'il me lançait. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était de quelque chose de nouveau et de potentiellement malveillant dans le mélange. Je ne l'ai pas mentionné dans ma note parce qu'il est parti depuis plus de 20 ans. Il ne te concerne pas, ne t'inquiète pas. Les dégâts qu'il a causés appartiennent désormais au passé. À l'époque où Théa a disparu, le conseil municipal a accordé un permis de construire pour la tour d'habitation voisine, mais avant qu'elle ne soit construite, le terrain sur lequel elle se trouve servait de jardin commun à notre immeuble et à l'immeuble voisin de l'autre côté. Il y avait un jardinier attitré, Patrick, que l'on voyait souvent s'occuper des parterres de fleurs devant la maison. Patrick a été l'une des premières personnes que j'ai rencontrées lorsque j'ai emménagé. Comme je l'ai expliqué, j'ai dû me débrouiller tout seul et la première fois que le laveur de vitres est venu sur le balcon, j'ai naturellement tendu la main pour le faire entrer et lui offrir une tasse de thé. Alors que ma main a appuyé sur la poignée pour ouvrir la porte du balcon, on a frappé à la porte d'entrée. J'ai fait un geste nettoyeur pour lui indiquer que je n'en avais que pour 1 minute et j'ai répondu à la porte. Il y avait Patrick. Il m'a arrêté et m'a dit de ne pas laisser entrer l'homme, que je ferais une énorme erreur si je le faisais. Et j'ai pensé qu'il avait l'air fou et je le lui ai dit. Après un certain temps de discussion, je me suis levé pour faire bouillir la bouilloire et de sortir l'homme, et Patrick m'a attrapé les mains et m'a crié de regarder l'homme dehors. Quand je me suis retourné pour regarder, il n'y avait pas d'homme dehors, mais un monstre.
Il était gras et incroyablement mince, en chair et en os, mais en quelque sorte plus mince que des os sur lesquels s'étendait une peau grisonnante. Il avait des yeux si profonds qu'ils s'étendaient à l'infini, comme la grotte la plus noire que l'on puisse imaginer. De la salive s'était coulée de sa bouche et atterrit sur le sol de mon balcon, une partie glissant sur le panneau de verre de la porte. J'ai ouvert la bouche pour crier, mais Patrick m'a lâché les mains et le monstre a disparu. À sa place, il y avait cet homme suffisant et amical, suppliant qu'on lui offre un verre pendant qu'il nettoie les vitres. Il m'a fallu 1 minute pour comprendre, mais j'ai su ce que j'avais vu. C'était de vrais laveurs de vitres. Je n'ai plus jamais ouvert ou essayé d'ouvrir la porte pour lui. Ce jour-là, Patrick n'est pas resté longtemps. Il ne m'a pas dit ce qu'était le laveur de vitres, ni pourquoi il venait tous les 2 jours. Il ne m'a rien expliqué sur les choses bizarres qui se passent. Même si Patrick faisait partie de ces événements étranges, il était comme un être sculpté dans la lumière, une lueur d'espoir parmi tous ces adversités. Il m'a dit qu'il serait toujours là quand j'aurais besoin de lui, que c'était son travail de s'occuper des résidents comme de ses parterres de fleurs. Au fil des ans, il est apparu à plusieurs reprises. Il a joué un rôle déterminant dans la conclusion d'un accord avec les créatures. Lorsque les voisins sont morts dans l'incendie, il a créé une exposition spéciale pour eux dans le jardin et s'est assuré que rien de ce qui avait été planté n'était toxique pour le chat dès leur arrivée. Il a également empêché un imposteur de tuer Thérèse devant notre porte. Il semblait être une bonne chose pour les résidents. Il était toujours là pour aider. Il offrait toujours de gentils conseils ou une solution créative. C'était quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance. Mais il a changé lorsqu'ils ont accordé le permis de construire pour l'autre bloc. Il savait que son jardin serait creusé pour poser des fondations et que son utilisation serait superflue. Au fil du temps, il est devenu grincheux et amer, mais personne n'y a prêté suffisamment attention pour le remarquer, surtout pas lorsque ma tragédie s'est produite. Lorsque Théa est morte, j'ai été dévasté. Patrick m'est apparu alors que j'étais assis sur un banc dans le jardin et que je pleurais. Il m'a proposé de m'aider, d'utiliser le jardin pour le retrouver. Je me suis emporté contre lui. Je lui ai dit que c'était de sa faute et qu'il aurait dû être là quand c'est arrivé pour arrêter les monstres. Il a travaillé si dur sur l'accord avec les créatures. Il a passé beaucoup de temps avec elles. Théa, enfant aveugle, et il a dû les laisser faire ce qui avait été convenu, a-t-il expliqué. Il n'aurait pas pu les en empêcher, mais il voulait aider à arranger les choses. Je comprenais pourquoi il n'était pas intervenu, mais je ne pouvais pas l'accepter et je me suis emporté contre lui. J'ai honte de dire que j'ai giflé le pauvre homme et que j'ai piétiné son parterre de fleurs fraîchement planté. J'étais en colère et en deuil. Je me suis rapidement épuisé et je me suis effondré sur le sol en sanglotant. Patrick a tenté de me réconforter, mais il avait l'esprit tourné vers son jardin. Il m'a dit qu'il était désolé pour ma perte, mais que je n'aurais pas dû attaquer le parterre de fleurs. Il avait toujours été gentil avec moi et je devais l'être en retour. Je me suis fâché et lui ai dit que cela n'avait pas d'importance parce que de toute façon, tout cela allait être dit au bulldozer dans les jours à venir. J'aurais dû faire plus attention à la façon dont il a tressailli quand je dis ça. Il a craqué. Il a dit qu'il savait que j'étais en colère, mais que ce n'était pas la peine de m'en prendre à lui. Si j'étais si désespéré de récupérer Théa, il connaissait un moyen. Mais c'était dangereux. Je l'ai supplié. Je lui ai dit que je ferais n'importe quoi, pour n'importe des conséquences. Il m'a dit que c'était simple et que tout ce que j'avais à faire était d'entrer dans l'ascenseur et d'offrir de la nourriture aux créatures, tout en répétant la phrase « Révectetur mortuis » pendant nos heures de frénésie. Il m'a dit qu'il n'y avait aucune garantie qu'elle ne croquerait pas mes os avant même que je prononçais le premier mot, mais que si je réussissais, je retrouverais Théa. Bien sûr, j'ai réussi. Il n'y avait pas une seule créature en vue pendant que j'exécutais le rituel comme indiqué. Au début, j'ai cru qu'il ne s'était rien passé. Elle n'est pas apparue tout de suite, mais quelques jours plus tard, je l'ai trouvée en train de courir à l'intérieur de ma maison. Elle avait arraché un morceau de l'oreille de Dutroux avec ses dents. J'ai d'abord essayé de la tuer, mais alors que j'étais sur le point de le faire, j'ai vu dans ses yeux qui elle était. J'ai essayé de chercher Patrick, mais les ouvriers avaient déjà commencé leur travail.
Il ne restait plus rien de son jardin, ni de Patrick. Personne ne l'a jamais ouvert depuis. Tu vois, Benoît, rien dans ce bâtiment n'était tellement inoffensif. Il faut être sur ses gardes en permanence. Je l'ai gardé comme ça depuis. Tu peux penser que je suis fou, mais je n'ai pas pu tuer ma propre petite fille. Je ne suis pas un monstre. Prudence soupira et me reconduisit hors du hangar. Il ferma la porte derrière nous, refermant le cadenas sur son secret le plus hideux. J'étais épuisé. C'était beaucoup d'informations à assimiler. À la suite des informations que j'avais reçues, le vrai chagrin pour ma petite amie s'installait enfin. Tous les espoirs que j'avais étaient anéantis. Je ne pouvais pas supporter de regarder Prudence pérer un instant de plus. Je me suis excusé et je suis parti, morose, en prenant le bus pour retourner à la tour dans laquelle j'avais été si excité de vivre. Je suis arrivé à la maison en milieu d'après-midi. Le choix entre les escaliers et l'ascenseur ne m'enthousiasmait guère, mais j'ai opté pour les escaliers. Et après ce qui a dû être en réalité 11 étages, j'ai réussi à monter les techniquement 6 étages jusqu'à mon appartement. Je me suis allongé sur notre matelas par terre et j'ai sangloté en pensant à Julia. J'ai sangloté si fort que ma gorge s'est asséchée et m'a fait mal, et mon estomac s'est contracté à chaque respiration haletante. Je me suis endormi en sanglotant. Mon corps et mon esprit ont dû cesser de lutter contre le besoin de repos et se sont finalement éteints. Lorsque je me suis réveillé, il était tard, vers 11 heures. Ma vie entière était tombée dans la merde et je le savais. J'ai réfléchi à tant de choses. Je me suis demandé pourquoi elles m'arrivaient. J'ai cherché sur les réseaux sociaux des nouvelles de Sébastien, mais il n'y en avait pas. Julia n'était pas très proche de sa famille, mais je savais qu'il ne tarderait pas à s'inquiéter et à venir me poser des questions. Tout ce que j'ai envisagé a fait boule de neige dans mon esprit. La solitude face à cette situation me tuait. J'ai décidé de faire quelque chose que je ne ferais pas d'habitude. Je suis descendu et j'ai frappé à la porte de l'appartement 26. Magali a répondu. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient un peu décoiffés. Elle avait d'énormes poches sous les yeux et son haleine sentait le vin. « Vous allez bien, Benoît ?» Elle avait l'air préoccupée. J'ai trouvé ironique qu'elle ait l'air si échevelée car j'avais oublié que c'était moi qui étais venu chercher de l'aide. « Je ne vais pas... Je suis désolé, je sais que je ne vous connais pas, je voulais juste parler... » Ne vous inquiétez pas. Prudence m'a appelé et il m'a tout raconté. Je suis désolée pour votre petite amie. C'est dommage que je n'ai jamais pu la rencontrer. Magali m'a regardé avec la même expression qu'une mère, chaleureuse et compréhensive. Vous voulez une tasse de thé ou peut-être quelque chose de plus fort ? J'aimerais bien un café, s'il vous plaît. J'ai répondu docilement, me dirigeant vers le salon. Son canapé était confortable. Il me rappelait la maison de mes parents avant que tout cela ne commence. Magali se dirigea vers la cuisine en trébuchant légèrement. Depuis le canapé, je pouvais voir le comptoir de la cuisine et la bouteille de vin vide qui expliquait son trébuchement. Alors qu'elle faisait bouillir la bouilloire, un énorme bruit a retenti quelque part à l'intérieur de l'appartement. J'ai sursauté, surpris. Magali a toussé pour tenter de dissimuler le bruit. Je reviens dans une minute. Elle a marmonné avec appréhension en sortant de la salle de séjour et en se dirigeant vers le couloir où se trouvent les chambres. J'ai entendu un autre fracas, des rires et des cris inaudibles. Au bout d'un moment, les choses se sont calmées et Magali est revenue dans le salon. Désolée pour le vacarme. Mes enfants ne tiennent vraiment pas en place. J'avais presque oublié Jean et Jeanne. Il était tard et l'expression résignée du visage de Magali indiquait que c'était ainsi que commençaient toutes ces nuits. J'ai acquiescé. Je n'ai pas pu trouver d'autre réponse. Je pense qu'elle voyait bien que j'avais juste besoin de m'asseoir là. Elle s'est ensuite levée pour finir de préparer le thé, puis a posé la tasse de thé devant moi avec 2 biscuits digestifs. Je n'avais pas mangé correctement depuis des jours et j'avais vraiment besoin de sucre. Il s'avère que Magali et moi nous entendions très bien. Nous avons les mêmes goûts en matière de films, de musique et de nourriture, malgré la différence d'âge. Nous avons parlé pendant 1 heure de choses normales et aléatoires. C'était agréable de faire une pause dans la folie. Je me suis habitué au fracas des jumeaux. J'ai même ri quelquefois. J'avais oublié ce que cela faisait ces derniers jours. La pause n'a pas duré longtemps.
Le bruit suivant que nous avons entendu était plus fort que le premier. Il a été rapidement suivi par 2 jeunes enfants qui ont couru dans le salon en plongeant dans les bras de leur mère. J'ai été décontenancé pendant un moment. Jean et Jeanne étaient vêtus de pyjama et étaient toujours les enfants mignons que j'avais rencontrés dans le couloir. Mais quelque chose était différent. Leurs yeux bruns de chiens battus étaient devenus des vides profonds. Comme ce que j'avais imaginé lorsque Prudence avait décrit la véritable forme des nettoyeurs de fenêtres. Et au bout de leurs doigts, de longues griffes acérées dépassaient de l'endroit où devraient se trouver leurs ongles. Je n'ai pas eu le temps de reculer de terreur devant leur nouvelle apparence. Magali les a serrés dans ses bras et leur a demandé ce qui n'allait pas. Ils ont gémi et ont enfoui dans les épaules de leur mère les vides où leurs yeux auraient dû se trouver. Malgré leur apparence terrifiante, il s'agissait de 2 petits enfants très effrayés. La journée avait été très longue, et je pensais que mon cauchemar était terminé. Mais il ne faisait que commencer. Jean a marmonné dans l'épaule de Magali, de cette voix aiguë que font les enfants quand ils ont peur. « Maman, désolé, on ne voulait pas les laisser entrer. On était juste en train de les taquiner. Chut, ils arrivent. » Dit alors Jean, sur le même ton aigu et angoissé. « De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous avez fait ?» Demande Magali, le visage vidé de ses couleurs. Les enfants n'ont pas eu le temps de répondre. Le visage de Magali est devenu plus pâle que je ne l'aurais cru possible. J'ai levé les yeux et j'ai vu qu'une dizaine de personnes se tenaient dans l'entrée du salon, toutes d'apparence incroyablement moyenne. Elles étaient presque inexpressives. Elles n'avaient pas l'air en colère ou contentes de nous voir. Elles étaient vêtues de vêtements non descriptifs. Je me suis imaginé en train d'essayer de les décrire à l'un de ces artistes qui dessinent des images pour la police, et je ne pense vraiment pas qu'un seul d'entre eux est un signe distinctif. C'est pourquoi j'ai mis du temps à la repérer dans la foule, alors qu'elle m'avait fixé du regard pendant tout ce temps. C'est la salope qui a mis Sébastien en feu. Claire.